Bonjour Bénédicte, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes très heureuses de vous retrouver pour cette seconde vidéo. C'est Paroles d'experts sur un thème qui nous est très cher, qui est comment se faire respecter en amour, en amitié, au travail, comment notre éducation, là on va creuser vraiment les liens avec l'enfance, conditionne nos choix et comment faire pour aussi éviter que nous ayons toujours dans des échecs, qu'ils soient professionnels ou affectifs. Alors, Bénédicte, je ne sais pas s'il faut encore la présenter. Bénédicte, tu es coach, tu es love coach, psychopraticienne, tu as une grande renommée, tu as écrit pas mal de bouquins, Arrêtez de vous saboter, Le prochain c'est le bon. Tu viens régulièrement en Belgique pour mes conférences et j'en suis très heureuse. D'ailleurs, tu reviendras certainement en 2021. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Daniela Cisamolo, je suis psychologue, coach. J'ai créé les Mardis de l'amour où je me suis inspirée des cafés de l'amour que Bénédicte, tu as créé en France. J'accompagne aussi des personnes dans l'aspect amoureux ou professionnel. Et je dirais que tu as été un peu mon mentor parce que tu m'as beaucoup inspirée, que ce soit tant au niveau professionnel que personnel dans ma vie amoureuse, puisque j'ai eu aussi tout un parcours, comme certains le savent. Et j'ai enfin rencontré la bonne personne et j'ai aussi trouvé le job qui me correspondait vraiment après tout un parcours. Alors, nous devions nous voir fin juin pour une conférence, mais donc, comme celle-ci ne peut se faire, elle est reportée et c'est pour ça que nous avons décidé de faire cette interview. Il faut savoir que tu seras en Belgique du 26 au 28 juin, 3 jours, et que tu pourras donner alors des coachings en one-to-one, des coachings privés sur ces thématiques. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, de me contacter ou de contacter Bénédicte pour avoir un coaching. Alors, tu vas bien, Bénédicte? Je vais très bien. Et toi? Oui, je vais très bien. Je dirais que le déconfinement nous donne quand même cet espace de liberté dont on avait quand même besoin, je dirais. Alors, comment notre éducation conditionne nos choix? Quels sont les liens que tu peux faire, que nous pouvons faire avec des situations qui ont été vécues dans l'enfance, par nos parents, par nos grands-parents éventuellement? Et quelles sont les clés pour sortir de tout cela? Est-ce que la première chose, dans le fond, et j'aimerais avoir ton avis, Bénédicte, n'est-ce pas de reconnaître que finalement, on ne va pas si bien que ça, que quelque part, tant au niveau amoureux, euh, vous avez tendance parfois à répéter des situations compliquées, difficiles, et qu'au niveau professionnel, là aussi, vous avez tendance à accepter des choses ou à avoir un job qui ne vous correspond pas, ou on n'exploite pas tout à fait votre potentiel. Est-ce que la première chose, ce n'est pas de s'accepter, d'accepter qu'on ne va pas bien? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que le déni est un des systèmes de défense les plus répandus et que Oui, les gens, pour accepter de reconnaître qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur vie et pour accepter de se faire aider, c'est souvent très compliqué. Et à preuve, moi, je suis la personne que les couples consultent juste avant le divorce. Et il faut avoir eu beaucoup d'échecs et beaucoup de répétitions pour admettre qu'on s'est trompé. Pourquoi? Parce que d'abord, on a été programmé pour se comporter comme ça, qu'on a toujours trouvé ça naturel et qu'on a l'impression qu'on va pouvoir, probablement avec une forme d'arrogance, mais pas une arrogance directe, mais on a l'impression qu'on va pouvoir s'organiser tout seul et régler le problème tout seul. Et c'est très difficile, surtout pour les garçons. Pour les filles, c'est plus facile. Mais pour les garçons et pour les hommes, avoir recours à quelqu'un. Moi, je vois bien la première fois que j'ai un homme en live ou en Skype, il est tout gêné, il se tortille un peu, alors que la fille, elle arrive, elle raconte son histoire. Donc pour les hommes, ils ont été programmés pour pouvoir finalement courir le vaste monde, prendre leur place. Et donc, reconnaître un échec, c'est difficile. Donc je crois que tu as tout à fait raison. Si je n'admets pas qu'il y a un problème, je ne vais pas pouvoir avancer parce que je ne vais faire que plus de la même chose ou répéter. Et souvent, ce problème, il a une cause qui est beaucoup plus profonde que la partie visible de l'iceberg. Et tout à si je ne fait. vais pas creuser derrière, évidemment, je vais tourner en rond. Tout à Voilà. fait. Donc, je partage complètement cet avis. C'est aussi accepter sa part de responsabilité dans ce qui ne va pas. C'est d'aller regarder en soi ce qui ne va pas. Parce que souvent, on se dit, oui, c'est un salaud, par exemple, si on parle des hommes, ou elle est vraiment chiante,
ou alors au boulot, c'est la faute de mon patron, c'est de la faute de mon collègue. Mais quelque part, jamais on se dit, c'est peut-être que moi, j'ai un problème ou qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas chez moi, parce que c'est difficile d'admettre cette partie-là. Et je crois que le premier pas, accepter de l'aide en thérapie, c'est aussi accepter de regarder à l'intérieur de soi. Et à partir de ce moment-là, le travail peut commencer. Alors, ben oui, quels sont les liens? Donc, venons-en au vif du sujet. Quels sont les liens qu'on peut faire vraiment avec notre histoire personnelle, nos figures parentales? Qu'est-ce qui fait, comment ça se fait? Quels sont les aspects de notre passé qui va nous influencer dans ces formes de sabotage? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, en fait, c'est très simple. Je suis née au croisement de l'abscisse et de l'ordonnée. Donc, d'une lignée transgénérationnelle qui fait que de génération en génération, les femmes se sont retrouvées mariées parce qu'elles étaient enceintes, ou ont été trompées, ou ont été abandonnées, ou se sont fait voler leur argent, ou ont été battues, ou ont eu des hommes maltraitants. Donc, les femmes, ou les hommes, pareil, hein, ça marche dans les deux sens. Donc, une lignée transgénérationnelle d'hommes ou de femmes, puisque le féminin se transmet par le féminin et le masculin se transmet par le masculin. Oui, Donc, je suis un homme qui a été mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, et moi, est-ce que je suis positionnée comme ou contre? Et pareil chez les femmes. La seule différence, c'est que pour un homme, il doit gérer et la lignée des hommes pour savoir ce qui se passe dans son bas-ventre, et la relation que ces hommes-là ont eue avec le féminin. C'est-à-dire que si mon père a été dur avec ma mère, je vais être obligée de me positionner par rapport à la virilité de mon père en faisant comme ou contre, et en même temps, je vais protéger maman. Alors que pour une femme, c'est par loyauté à ma mère, je vais vivre la même chose qu'elle à travers les choix de mes hommes, mais mon père viendra en arrière-plan. C'est-à-dire qu'au mieux, il va me donner des miettes de résilience, et au pire, il ne sera pas là. Donc finalement, c'est plus difficile pour un homme de se positionner que pour une femme parce qu'il doit traiter les deux parents. Et le masculin et le féminin pour les hommes, et simplement le rapport au masculin pour les femmes. Donc, il y a l'axe vertical et il y a l'axe horizontal. C'est-à-dire que si je suis arrivée trop tôt, quand on ne m'attendait pas, dans un contexte de crise, dans un contexte de migration, si j'étais pas du bon sexe, si je suis arrivée après un enfant malade ou caractériel qui occupait tout l'espace, il va falloir que je trouve ma place. Donc, est-ce que je vais choisir de faire oublier qu'on ne m'attendait pas? Et dans ce cas-là, je vais raser les murs, je vais m'écraser et je vais devenir quelqu'un qui va servir de banquier, qui va régler les problèmes, qui va s'occuper de tous les enfants, des études des enfants, ou qui va simplement être la bonne, la babysitter, etc. Ou est-ce qu'au contraire, je vais dire: ah, vous ne m'attendiez pas, eh bien, j'en ai rien à faire, je vais vous montrer qui je suis et je vais vous obliger à compter avec moi. Et là, je vais devenir quelqu'un de colérique qui fait toutes les bêtises du monde, qui se retrouve au commissariat. C'est pour ça que nous avons très souvent des enfants qui sont des enfants parfaits sans adolescence et qui piquent des crises d'adolescence plus tard, ou des enfants qui sont rebelles dès le début. Ça commence par celui qui hurle dans le berceau en disant j'existe, jusqu'à celui qui se retrouve effectivement à fumer de la bœuf et à faire des bêtises à l'adolescence. Et puis, il y a aussi en ce moment beaucoup d'enfants qui sont les enfants de mes coachés, notamment les garçons qui passent par l'herbe, l'herbe ou l'alcool. Donc c'est vrai que c'est une aparté parce que c'était pas le sujet, mais j'ai énormément de parents qui ont ces problèmes-là avec leurs enfants. Et ça commence en général bien avant l'âge du premier chichon. C'est pour ça que les premiers signes doivent être importants parce qu'ils sont annonciateurs de crises d'adolescence qui sont bien violentes. Et toi aussi, j'imagine, tu dois avoir des patients qui ont des problèmes avec leurs enfants. Oui, tout à fait. Quand on a un enfant problème, on peut moins s'occuper de soi parce que l'enfant occupe tout l'espace. Oui. Et c'est pas par hasard que notre enfant nous fait vivre ça non plus. Oui. Si on revient dans ce que tu disais au départ, c'est vraiment, en fait, on se positionne dans son histoire, soit en soumission, c'est-à-dire que je fais comme, ou alors en rébellion. C'est ce que tu dis. Et tu dis, je résume, hein, tu dis que pour les filles, c'est important de se positionner et c'est le lien à la mère, éventuellement, et la loyauté, on en reparlera, qui est très important. Et pour les garçons, c'est beaucoup plus un positionnement par rapport à leur père, hein, qui peut… D'abord leur père et ensuite leur mère. Et ensuite leur mère, le lien que leur père avait avec leur mère.
Et donc, dans le fond, dans les échecs, qu'ils soient sentimentaux, professionnels, les gens, dans le fond, se sabotent. Mais comment ce sabotage se met en place? Est-ce que tu peux nous expliquer ça? D'abord, j'ai été programmée pour chercher à exister et à créer des conflits. Donc, je suis rebelle, ou j'ai été programmée à raser les murs. Donc, je vais me saboter en générant des conflits qui vont faire que je vais être obligée de changer de travail et de partenaire assez régulièrement, voire de déménager parce que je suis en conflit avec mes voisins. Ou au contraire, je vais être tellement la personne bienveillante qui arrange tout et qui arrondit les angles que je vais m'auto-flageller en acceptant des situations difficiles. Donc déjà, ça dépend de ma nature. Donc, je me sabote parce que j'ai été programmée pour ça, pour exister sur un mode, donc par excès ou par défaut. Et je me sabote aussi parce que moi, ça m'est arrivé plein de fois, comme toi, j'imagine. Et je pense notamment à mes premières amours. Ça m'est arrivé par un manque de connaissance des règles du jeu. Mhm. Alors, en entreprise, je ne peux pas trop en parler parce que j'ai toujours travaillé pour moi, même si j'ai travaillé en entreprise, mais j'ai jamais pu supporter une autorité au-dessus de moi. Donc, la question ne s'est pas vraiment posée, mais elle s'est vraiment posée dans mes relations amoureuses. Et je crois qu'il y a un manque de connaissances parce que ce qu'on voit dans les magazines, dans les journaux, ou même je vois ce que j'entends parfois dans le love coaching, je suis effarée de ce que j'entends parce qu'il y a des choses qui sont vraies, mais on ne peut pas les généraliser. Et la plupart du temps, c'est un manque de connaissance des règles et des usages qui m'amène à avoir une réaction inappropriée et donc à accepter quelque chose ou au contraire à être une brute épaisse. C'est-à-dire Oui, que fameuses femmes qui font peur aux hommes, ce qui ouais. pour moi, ça mériterait de faire une vidéo là-dessus tellement c'est un sujet Oui, intéressant, ce sont en fait des femmes qui vont faire en sorte que soit enfin, de plein de façons qui vont faire en sorte de faire fuir l'autre. Mais c'est pas forcément parce qu'il aura peur. Ça va être une façon subtile de saboter la relation alors que la personne leur plaisait. oui. Mais on va quand même rencontrer, et moi en tout cas c'est ce que je rencontre dans ma patientèle, beaucoup plus de personnes, de femmes qui sont dans une posture plutôt de soumission. C'est-à-dire qu'elles sont dans l'acceptation de ce qui n'est pas toujours acceptable. Et ça, ou par exemple, elles donnent trop, ou ce sont des sauveuses, ce sont des infirmières. Moi j'appelle ça le syndrome de l'infirmière, c'est-à-dire qu'elles s'occupent de tout. Elles en font trop. Elles aiment trop, elles donnent trop d'attention, elles envoient trop d'SMS et ça aussi, c'est par manque de reconnaissance, elles en font trop. Et dans le travail, ça va être la même chose. On y reviendra dans le cas du burn-out. Ce sont ces personnes qui en font beaucoup, beaucoup trop, qui travaillent trop dans le fond. Et en amour, c'est la même chose. Est-ce que tu peux parler justement euh, en lien avec son histoire familiale, ses conditionnements, de la dette de vie? Parce que ça, c'est quand même quelque chose qui me paraît central dans le travail avec les coachés, avec les patients. C'est vraiment comment je me suis positionnée par rapport à mon histoire et c'est quoi ma dette de vie en fait et comment je la rembourse. Et ben, justement, ça tombe bien parce que tu viens de donner l'exemple des personnes qui en faisaient trop. Donc, en faire trop, c'est pour moi, pour résumer, c'est donner beaucoup pour recevoir des miettes. Oui, Et devancer l'autre au point qu'il vous prend pour quelqu'un de gentil. Et quelqu'un de gentil, c'est en général pas très érotique. Mais il y a quand même un bénéfice caché à en faire beaucoup, c'est que je prends le pouvoir. Parce qu'on oui. croit toujours que l'abusé, c'est celui qui en fait beaucoup et l'abuseur, c'est celui qui se laisse servir. Mais le jour où l'abusé cesse de servir, l'abuseur est bien embêté. Et Mhm. finalement, ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a un bénéfice caché à en faire trop. Et même celles qui envoient texto sur texto et qui arrivent à créer une saturation chez l'autre, quelque part, j'ai l'impression qu'elles attendent de toucher la saturation pour pouvoir être bien malheureuses. Et ce qui va se passer, c'est que quand on a habitué quelqu'un à beaucoup donner, cette personne ne va jamais rencontrer autant d'abnégation et risque de revenir demander sa dose. Donc ça crée une drogue dans les deux sens. Oui. La personne qui a besoin de donner pour se sentir vivante et la personne qui finalement se sent vivante parce qu'on se sacrifie pour elle. C'est pour ça qu'il y a toujours comme dans ces ruptures-là, dans des ruptures, dans des relations dans lesquelles il y en a un qui se fait abuser, il y a souvent comme la tête de la couleuvre qu'on a coupée qui continue à gigoter, il y en a un qui va revenir chercher, pas forcément celui qu'on croit, sa dose. Parce que Mhm. finalement, avoir été investi, avoir été piédestalisé, avoir été déifié, bah, c'est pas désagréable, ma foi. Et j'en Mhm. veux encore.
Et c'est quand on cesse d'être déifié qu'on se dit, ben, c'était pas si mal finalement. Et là, je vais revenir en faisant croire que tout a changé pour retrouver cette espèce de narcissisation que je prenais là-dedans. Donc, pour en revenir à ce que tu disais, c'est important de considérer que c'est pas par hasard qu'on est là-dedans. Un, c'est un programme parce que je me suis excusée d'exister pour pouvoir trouver ma place. Mais finalement, j'y ai pris du plaisir. Et aujourd'hui, j'avoue que je prends le pouvoir sur l'autre en Oui, étant corvéable à merci et je vais peut-être avoir du mal. C'est pour ça que les personnes qui sabotent, c'est quand on leur dit quoi faire, elles font le contraire. Quand on leur dit tu peux le revoir si tu veux et tu ne recouches pas avec, première chose qu'elles font, c'est recoucher avec. Conclusion, l'autre, il a eu sa dose, il sait qu'il a le pouvoir et du coup, comme il a le pouvoir, il peut repartir pendant 6 mois et disparaître et revenir 6 mois plus tard. Donc ces personnes-là, quand elles font exactement ce qu'il ne faut pas faire, c'est que quelque part, elles y trouvent leur compte. Donc, il ne faut pas non plus considérer que ce sont des personnes à plaindre tout le temps. Oui, elles y retrouvent un schéma. En tout cas, elles y retrouvent quelque chose qu'elles connaissent aussi, une forme de schéma qu'elles ont, en tout cas de reconnaissance par le négatif, on va dire. C'est ça. C'est-à-dire que je sois reconnue par le positif en étant encensée, ce qui ne m'est pas arrivé, ou que je sois reconnue en étant au service de la famille, dans les deux cas, j'ai ma reconnaissance. Et je dirais même que la reconnaissance que j'obtiens en m'occupant de mes parents défaillants sur leur fin de vie, moi qui étais le vilain petit canard, alors que ma fratrie habite à côté et que la fratrie est très contente que je m'occupe du parent, j'espère trouver cette reconnaissance-là sur le tard. Ce qui est vain, parce que la plupart du temps, les parents ne vont jamais admettre qu'ils ont fait tout faux, surtout les parents toxiques. C'est-à-dire qu'au mieux, c'est finalement, je me suis trompée, tu étais quelqu'un de bien, ma fille, ou mon fils. Mais c'est très rare. Et que même si ça arrive, ça va finalement me rendre encore plus corvéable à merci, parce que si mes parents me disent ça, je leur en dois encore plus, parce que maintenant qu'ils m'ont reconnu, je ne vais évidemment pas me priver de cette manne-là. Et les parents vont dire ça parce qu'ils se rendent bien compte que de tous les enfants, c'est bien le seul qui s'occupe d'eux. Et que s'ils ne vont pas dans un home, dans une maison de retraite, c'est grâce à cet enfant-là. Et il y a des enfants qui, jusqu'à 50, 60, 70, vont s'occuper de leurs parents, d'abord du père, ensuite de la mère, ou le contraire. Enfin, en général, c'est plutôt le père qui décède en premier, mais c'est en train de changer. Et finalement, ces gens-là viennent vous voir à 60 ans en disant, bah voilà, maintenant j'ai fait mon travail et j'aimerais m'occuper de moi. Sauf qu'ils sont coincés dans la tombe avec leurs parents. C'est pour ça que derrière une soumission apparente se cachent plein de bénéfices cachés, plein de loyauté et plein de remboursements de dettes de vie qui n'a pas fini d'être remboursées parce que comme ils sont vivants, que leurs parents, pour leur donner la vie, ont dû vivre des choses pas faciles, et au niveau horizontal et au niveau vertical, qu'est-ce que vont faire ces gens-là? Ils vont continuer à s'auto-flageller parce qu'ils n'ont pas réussi à rembourser l'enfance malheureuse de leurs parents. Qui peut rembourser l'enfance malheureuse de ses parents? Personne. Donc, je ne vais peut-être pas pouvoir les rendre heureux, mais je vais au moins ne pas être plus heureuse qu'eux. Et en n'étant pas plus heureux qu'eux, je vais espérer qu'ils me reconnaissent dans le fait de reconnaître que moi, j'en fais pas des tonnes pour être heureux. Et finalement, je suis aussi malheureux qu'eux une génération plus tard. Je pars un peu dans tous les sens, mais je pense que je suis toujours autour de la même. Ce que je vois, c'est par rapport justement à cette dette de naissance qui est importante, c'est que ce sont des personnes, en tout cas, qui sont habituées je dirais, avoir de la reconnaissance de cette façon. Et elles connaissent que ça. Elles sont, en fait, quand on demande à ces personnes, moi j'en vois beaucoup des gens qui en font beaucoup pour les autres, qui s'occupent beaucoup des autres, que ce soit dans la famille, que ce soit au travail, ou qui en font trop au niveau amoureux, eh bien ces personnes, comme tu dis, elles ont un bénéfice caché, elles érotisent, tu le dis dans tes livres, leurs blessures, mais aussi ce sont des personnes en général qui ne savent pas faire autre chose et ne savent pas s'occuper d'elles, parce que s'occuper d'elles voudrait dire j'arrête de rembourser ma dette, je coupe la loyauté, je ne suis plus la petite fille qui attend la reconnaissance de maman, et donc je me mets dans une posture qui est une posture d'adulte, de femme ou d'homme qui n'attend plus d'être valorisé par son père ou sa mère, parce qu'on va quand même projeter beaucoup sur nos partenaires, nos parents défaillants, on va attendre des choses. Et dans le fond, on n'aura jamais, si on n'a pas eu dans l'enfance, on ne pourra jamais l'avoir avec un homme ou avec une femme.
ce qui est important, c'est que la personne puisse, enfin, je suppose que tu es d'accord avec moi là-dessus, mais c'est que la personne puisse, ben justement, on est déjà dans les clés pour en sortir, mais se donner cette reconnaissance à elle-même et s'occuper d'elle. Mais avant d'arriver à cette reconnaissance, c'est déjà se poser la question de qui suis-je au-delà de Tout mes à fait. conditionnements. Parce que, en fait, moi, j'ai appris à être une brute épaisse ou quelqu'un qui crée du conflit ou une petite chose fragile, comme effectivement 95% des personnes qui viennent me voir et qui ont du mal à se positionner. Mais finalement, euh, de même que ne plus être en colère ou ne plus se soumettre, c'est quelque part une façon de perdre son identité. Tout à Et fait. j'ai eu récemment quelqu'un qui avait vécu un abus sexuel, quelqu'un d'assez jeune, et je lui ai dit, mais tu es en couple avec cet abus. C'est-à-dire que cet abus est devenu identitaire. Et ça me rappelle cette femme qui, dans tous les sages de développement personnel, disait à la fin, je veux dire à la terre entière que mon grand-père a abusé de moi. Elle avait au moins plus de 60 ans. Et l'animateur du stage lui dit, mais tu vas nous faire chier longtemps avec ton grand-père. Et j'ai trouvé ça tellement bien qu'un intervenant soit pas dans oh ma pauvre, ton grand-père t'a abusé, ça fait 40 ans que t'en parles dans les stages, qu'est-ce que tu dois être malheureuse. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un bénéfice caché à être vivant dans le lien à l'abus. C'est-à-dire que cet abus m'a donné une identité. Salut, moi mon prénom c'est Caroline /abus /tel abus. Et finalement, c'est perdre son abus, perdre sa colère, perdre sa soumission, c'est être confronté au vide, Tout à au fait, c'est le fameux but. vide ontologique qu'il a fallu remplir en étant parfait ou en étant teigneux, et que ce vide-là me renvoie à ma solitude d'enfance, quand j'avais pas de ressources, quand j'avais pas de place, quand quelqu'un d'autre, le frère ou la sœur, prenait l'espace, quelle que soit la façon dont l'espace a été pris, ou quand mes parents se servaient de moi comme d'un punching ball, m'insultaient, m'humiliaient, me faisaient faire la Conchita et compagnie. Et finalement, comme je suis identifiée à mon abus, tout l'enjeu pour moi, ça va être de quitter cet abus en allant, mais sur un chemin inconnu. Tout à fait. Et ça va bien au-delà de la zone de confort, parce que Tout c'est à un fait. chemin dans lequel je ne sais pas qui je suis. C'est pour ça que c'est vraiment important d'abord d'identifier quel est mon programme, de voir quel est mon bénéfice caché. Et moi, j'ai dit parfois à des coachés, mais tu sais, c'est OK que tu sois dans la posture sacrificielle. C'est OK que tu dises que, que tu veux tomber sur des hommes au service desquels tu te mets, ou que tu veux t'occuper de tes frères et sœurs, ou que tu veux ne pas avoir de vie. Mais dans ce cas-là, il faut l'admettre. Mhm. Parce que ne viens pas me voir en me disant j'en ai marre de ma vie, tout en ne voulant pas lâcher ta posture de soumission et de sacrifice. Oui, c'est une… Parce que nos mères nous ont dit, à cause de vous, je me suis sacrifiée, donc je suis restée avec papa, ou les pères, je suis restée avec ta mère pour pas que vous soyez des enfants, entre guillemets, orphelins. Parce que quand on était petits, les enfants divorcés, il n'y en avait pas beaucoup. Il y en avait très très peu, c'était presque des parias. Mais finalement, les parents, eux, n'avaient pas beaucoup d'opportunités d'en sortir. C'était le modèle judéo-chrétien, mais nous, on a des opportunités. Nous, nos enfants, notre génération. Donc, finalement, quand on refuse de sortir du sacrifice, c'est aussi un choix, mais pour moi, il faut qu'il soit assumé. Mhm. Mhm. Et j'ai vu plein de gens qui, au bout de 4 séances, me disaient, ben, finalement, je me suis rendu compte, grâce à vous, qu'en fait, j'étais très bien sans mec. Oui. Mais c'est Et, accepter aussi, ce que tu as dit est très important, c'est accepter justement d'être confronté à ce vide et de le remplir par autre chose que de l'abus. Et c'est pouvoir faire ce que tu dis d'ailleurs, on en vient tout de suite, mais c'est accepter de faire le deuil de la reconnaissance, c'est ça qui est important. Et tu le dis beaucoup dans tes livres, qui est… ben, j'accepte. Et moi, je vois aussi dans ma patientèle, en tout cas, des gens qui me disent maintenant que j'ai plus d'amoureux ou de personnes dans lesquelles je joue un jeu où, comme tu dis, où j'ai un bénéfice, mais dans lequel je m'auto-abuse, eh bien, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire quand je vais pas aider l'autre parce que je suis confrontée à un champ, mais qui est, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, un champ qui a exploré. Je dis souvent, ben, c'est un champ à explorer, de vous découvrir, de savoir qui vous êtes, de savoir ce que vous avez envie, ce dont vous avez besoin, qui est autrement que par toujours donner à l'autre. Ça peut se passer en amitié aussi. On va parler peut-être, si tu veux bien maintenant, du cas un peu particulier du burn-out.
parce qu'il y a quand même beaucoup de gens en burn-out et je pense que on parle de toutes sortes de burn-out et je me disais aussi que dans la période de confinement, je dirais que les gens qui étaient déjà en burn-out et qui restaient chez eux se sont mieux sentis parce qu'ils étaient quelque part légitimés dans cette posture de ne pas, en tout cas, d'être libérés des contraintes. Mais par contre, on a vu beaucoup de personnes en télétravail qui travaillaient beaucoup plus et qui aussi sont peut-être des gens qu'on va retrouver en burn-out, sans parler du burn-out parental, parce que là, on en parle de plus en plus, du burn-out parental où ses parents ont dû s'occuper des enfants et c'était très, très lourd aussi. Quelle est ta vision par rapport au burn-out? Et puis, je donnerai peut-être une ou deux définitions et quelques points. En fait, ce qui nous conduit au burn-out, c'est exactement ce qu'on vient de voir juste avant, c'est ces postures-là où je n'arrive pas à admettre que j'ai besoin de plaire et que j'en fais beaucoup pour essayer d'obtenir de l'attention. Après, je peux accepter que ça me convient et dans ce cas-là, je ne viens pas me plaindre. Ou je vais découvrir que je suis face à quelque chose de tellement nouveau que j'ai peur. Et ce champ des possibles, moi j'appelle ça Obama première élection. C'est-à-dire quand vraiment on a cru que les choses allaient complètement changer. Et le burn-out, c'est la même chose que quand je suis soumise à un partenaire ou une partenaire, c'est que je ne vais pas savoir me positionner au début, je ne vais pas savoir dire non, je vais vouloir plaire, au point de me faire abuser, au point donc de me faire exploiter, pour reprendre un mot que tu emploies souvent. Et c'est normal, c'est mon programme d'enfance d'être exploité. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, il va falloir que je choisisse entre continuer l'exploitation et y laisser ma peau, ou arrêter l'exploitation et déplaire. Et c'est tellement une double contrainte que je préfère exploser en vol plutôt que de déplaire ou que de me choisir. Et c'est vrai que le burn-out oblige les gens à faire un travail. Alors ça peut être un accident de travail, c'est pas forcément un burn-out qui s'appelle comme ça. J'ai remarqué souvent des gens ont un accident sur le chemin du travail pour éviter le burn-out, mais se retrouvent dans la posture d'être chez eux coincés à réfléchir. Donc, je pense que ta définition du burn-out, elle va être plus conventionnelle, mais elle va peut-être permettre à des gens de s'y retrouver. Oui, ben, disons que c'est tout à fait en lien de toute façon avec ce que tu dis, c'est que dans le burn-out, en tout cas, ce que les gens vivent, et moi-même, parce que j'ai travaillé en entreprise et que j'ai voulu changer et me réorienter, et donc maintenant je suis devenue thérapeute, je ne fais plus que ça, mais j'étais parfois à la limite du burn-out aussi. Je crois qu'il y a plusieurs choses. Dans le burn-out, il y a un épuisement émotionnel. Et il y a aussi, on est dans une société, une entreprise, une organisation, pas n'importe laquelle. Je ne vais pas dire qu'on va retrouver le contexte familial, mais presque. On va retrouver un chef abuseur, narcissique, dominant ou une directrice qui donne aucune reconnaissance. Et donc, on va avoir une relation, mais qui est complètement de soumission aussi, domination-soumission, souvent dans le burn-out. Et la relation n'est pas une relation d'équilibre, d'adulte à adulte. Donc, la relation est un peu déshumanisée. On va avoir aussi un sentiment où finalement, je suis pas, en tout cas, je n'exploite pas mon potentiel. Je ne m'accomplis pas vraiment de façon personnelle, mais je continue. C'est exactement ce que tu disais avec ces femmes qui continuent à donner. Donc, dans le burn-out, les personnes continuent à en faire toujours plus. D'ailleurs, souvent, ce que les gens décrivent, c'est qu'ils ont beaucoup, beaucoup travaillé juste avant la période où ils tombent. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé jusqu'à des 14-16 heures par jour. Ils travaillent chez eux et donc, il y a comme une forme de perfectionnisme. Ils se sentent très responsables, même trop surresponsables, moi, ce que j'appelle la surresponsabilité. Ils font le travail des collègues. Et donc, ils arrivent là, à ce moment-là, à imploser. Ils explosent ou ils implosent parce que souvent, le burn-out, c'est la colère qui est retournée contre soi, c'est la dépression. Donc, ils implosent à l'intérieur et ils ne peuvent plus et ils ne s'en sortent plus. Et là, c'est physiquement. Il faut savoir que le burn-out, c'est physique. Hein. Ce n'est pas que dans la tête. Moi, j'ai vu des gens qui étaient vraiment en train de dormir toute la journée ou dans des angoisses ou avec des syndromes physiques importants. Et alors, ce qu'on voit, pour rejoindre ce que tu disais, c'est que aussi, quand on creuse dans leur histoire personnelle, il y a une posture d'exploitation dans l'enfance. Il y a eu un abus émotionnel, pas toujours physique, hein, pas toujours sexuel, mais émotionnel. Et il y a eu aussi un manque d'amour, un manque de valorisation. Et la personne va toujours en faire plus pour espérer avoir cette reconnaissance
c'est tout le drame. Et habitués à ces postures d'exploitation, d'abus, et donc vont jamais se positionner face au chef, face au travail, au surtravail, par exemple. Alors, il y a deux niveaux de lecture, parce qu'il y a, dans le cas des burn-out, il y a à la base effectivement quelqu'un qui cherche l'attention, qui veut faire plaisir, qui veut Ouais. rembourser sa dette, s'excuser d'exister et arrondir tous les trucs. Mais il y a aussi, la plupart du temps, des gens qui se mettent dans un système pervers. C'est-à-dire que, en fait, le chef est devenu pervers parce qu'on lui a donné la possibilité de le faire, et quand j'arrive et que je donne tout, l'autre s'y habitue et va trouver anormal que je cesse de produire. Et dans 95% des cas, quand les gens se positionnent, ne serait-ce qu'avant, en disant attention, là je frôle le burn-out, qu'est-ce qu'on fait? Tout de suite, de l'autre côté, ça se calme, parce que le burn-out, c'est très cher pour une entreprise, puisque les gens sont non seulement payés pendant 2 ou 3 ans, et ensuite ils sont en mi-temps thérapeutique, toujours au même salaire, parce que le burn-out est reconnu, ce qui n'est pas le cas de la dépression. Et donc, j'ai remarqué que dès qu'ils commencent à se positionner en disant attention, là on continue comme ça, pouf, en face, ça se vide ça se dégonfle comme un ballon de baudruche. Et en fait, la plupart du temps, ce ne sont pas des gens qui abusent, mais des gens qui ont eu l'opportunité de vous abuser parce que vous leur en avez donné la possibilité. Alors, ça, c'est une réalité. Donc, la plupart du temps, ce sont des systèmes pervers et pas des gens pervers, mais il y a une réalité sociétale, comme on dit, où aujourd'hui, on fait le boulot de 3 personnes et la société est en train de dégraisser un petit peu les gens qui bossaient pour elle, et il y a de moins en moins de boulot, et on essaie de faire le boulot par 2 personnes au minimum. Combien de fois j'ai entendu dire dans des magasins de sport, par exemple, des gens qui étaient chefs de projet et qui se retrouvaient manutes, on leur a dit ah mais attends, c'est pas mon job, tu vois la porte là, il y en a 30 comme toi qui attendent derrière, alors si tu n'es pas contente, tu sors. Donc il y a aussi une réalité. Donc la perversion, c'est le système. Après, ça peut être la personne dès qu'il commande et qui abuse de vous, et après ça peut être vous qui rentrez dans un système pervers qui n'aurait pas été si vous vous étiez positionné. C'est pour ça que c'est important de bien faire la part des choses. Mais dans tous les cas de figure, si j'arrive en étant soumis et en voulant faire plaisir, c'est que ça a été mon programme d'enfance, et que j'ai fait ça pour essayer de faire oublier à mes parents qu'ils ne me voulaient pas. Voilà. Et si tu savais le nombre de personnes qui paient pour les frères, les sœurs, les études des enfants, mais par exemple, je pense en Tunisie où je suis allée, des filles qui sont médecins et qui paient pour toute la famille alors qu'elles sont célibataires. Mais j'ai vu aussi il n'y a pas longtemps une Italienne qui prenait en charge toute sa famille alors que la famille était capable de vivre. Okay. Donc vraiment, quand je commence à payer au sens propre, au sens figuré, c'est qu'est-ce que je rembourse. Ça peut être une clé pour les gens qui nous écoutent. Oui. Alors, on arrive tout doucement à la fin. Alors, est-ce que tu pourrais donner dans vraiment les quelques clés pour en sortir, les 4-5 conseils? Je sais bien que je t'oblige à conciser assez fort, mais quels seraient que ce soit dans n'importe quelle situation, dans le fond, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau amoureux, que ce soit au niveau amical, mais quelles sont les clés pour en sortir, les 4-5 clés les plus importantes? Bah, tu vois, moi, ce qui m'a le plus manqué dans ma vie amoureuse, c'est vraiment les codes amoureux. Et donc, c'était en fait la notion de respect. Parce que Voilà. j'ai dû découvrir, j'ai dû inventer en fait ma façon de séduire. Et comme je n'étais pas physiquement une bombasse, hein, j'étais une fille mignonnette sans plus, j'ai dû développer des arguments intellectuels de séduction que n'avaient pas à développer les filles qui naturellement étaient sur le modèle. Et en fait, j'ai découvert ça, mais je n'étais pas forcément au bon endroit. Donc, la première chose à connaître, je pense, ce sont les règles du jeu amoureux. C'est pour ça que je vous invite vraiment à lire mon livre Le prochain c'est bon et c'est décidé, j'arrête d'être célib, parce que je montre non seulement les règles du jeu en général, mais les règles du jeu de la jungle amoureuse dans laquelle on est tombé depuis une dizaine d'années. Moi, ça fait 12 ans que je suis en couple avec le même par les réseaux sociaux, et je peux t'assurer qu'il y a 12 ans, ça ne se passait pas du tout comme aujourd'hui. Et je vois bien tout ce que me racontent mes coachés. Aujourd'hui, d'abord, on couche, après on discute. Enfin, j'entends des trucs, mais c'est inacceptable. Et c'est devenu normal. Donc déjà, c'est de connaître les règles. Et pour connaître les règles, ça, c'est des choses qu'on n'apprend pas dans les bouquins. Mais quand même, avec tout ce qui se dit aujourd'hui sur les magazines, les petites vidéos, je pense qu'on peut à peu près savoir que, en gros, je prends le temps de connaître l'autre, je ne couche pas avant le 5e rendez-vous, je vois l'appartement avant de coucher, etc., etc. Et surtout, je fais des choses avec l'autre pour voir son comportement dans la vie sociale. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est je me respecte et je me fais respecter. C'est quoi se respecter? C'est écouter son corps et dire oula, 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 il y a quelque chose qui ne va pas là, il y a quelque chose qui ne va pas. Oula, oula, c'est pas normal. Surtout quand je suis accusée par l'autre ou mis en position de me justifier. Et je me fais respecter. Ça veut dire que si l'autre me dit, suivant, enfin,
en lien avec le confinement. Non, mais tu comprends, les terrasses, il va faire froid, etc. Ben, le plus simple, c'est que je te fasse un petit repas à la maison. Aujourd'hui, l'homme trouve normal que la femme vienne chez lui pour un apéro dînatoire dès le début. Enfin, toutes mes coachées, enfin, toutes celles que j'ai entendues, il y en a au moins les 3/4 qui se sont fait avoir. Ok. J'essaie Voilà. de, parce qu'on est pratiquement au bout, donc j'ai peur que l'enregistrement coupe. Donc, mais je pense que les clés, ben, on en a donné, tu en as donné ici, c'est vraiment le respect, se faire respecter. Tes bouquins en parlent longuement, en tout cas, de comment sortir de ça, faire le de son besoin de reconnaissance, accepter le vide, accepter de faire des choses pour soi, se respecter et puis s'aimer. Au niveau professionnel, ben, moi aussi, j'accompagne beaucoup de gens dans cette longue reconstruction dans le cas du burn-out, mais aussi dans le cadre amoureux. Voilà, on va clôturer ici. Alors, en tout cas, un grand merci à Bénédicte pour cet échange qui était très riche. Alors, n'oubliez pas, si vous le souhaitez, ben, vous pouvez aller voir nos pages. On a chacune une chaîne YouTube. Vous pouvez liker. Tout est marqué. Nos pages Facebook aussi. Regardez les événements aussi qui arriveront. La conférence, ce sera en 2021 en présentiel, mais en tout cas, dans le court terme, vous pouvez nous contacter pour des coachings. Moi, je me suis lancée dans les coachings en vidéo aussi, mais en présentiel, Bénédicte, tu seras là du 26 au 28 juin en Belgique. L'endroit sera précisé en fonction, en tout cas en Belgique francophone. C'est sûr, et peut-être à Charleroi. Ouais, on va encore ça va se décider. C'est en train de se décider. Voilà. Juste un dernier mot, peut-être. Merci à toi en tout cas, merci à chacun et chacune. Et voilà. Et le dernier mot, c'est respectez-vous. À défaut de vous aimer, c'est déjà un bon début. Ok. Un grand merci en tout cas. Et à bientôt.